Alors, bienvenue à vous, chers parents. Ce soir, je reçois Pierre-Luc Hardy, qui est enseignant, éducateur, qui est auteur également, éducateur spécialisé, avec qui on va échanger en fait sur comment composer avec les petits nuages gris de la vie. Mm. Alors, merci premièrement d'être là, Pierre-Luc. Merci beaucoup de m'accueillir. Très, très, très heureux d'être là. Très heureuse de te recevoir. Puis je pense que ça va répondre à. C'est un thème, en fait, qui répond à beaucoup de questions, à beaucoup c'est d'actualité en réalité parce qu'on a Tout à fait. tous vécu, je pense, dans la dernière année, quelques petits nuages qui se Mm. sont succédés. Donc, ça va être intéressant, je pense, de pouvoir en discuter un peu plus avec toi qui en a fait un livre. Mm. Donc, voilà. Ah, on a Jess Vézina qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci. Je viens de voir les commentaires qui viennent d'apparaître. Je suis contente. Donc, cette rencontre-ci, ce soir, notre rendez-vous éclairant, ça se trouve être une rencontre qui est interactive. Donc, s'il y a des choses qu'on dit qui vous interpellent, vous avez le goût de poser des questions à Pierre-Luc, n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça va nous faire grand plaisir d'interagir avec vous autres. Merveilleux. Alors, entamons notre belle rencontre, notre rendez-vous éclairant ce soir. Avec plaisir. Quand on est parent, on roule à 100 000 à l'heure. On ne prend pas toujours le temps nécessairement de considérer nos états d'âme. Hein. Souvent, bon, c'est vite la routine, on s'occupe des enfants, on fait les routines d'hygiène et tout, puis après ça, on se couche, on est brûlé. On ne prend pas nécessairement le temps de se regarder aller. Même si la santé mentale, c'est un thème dont on parle de plus en plus. Je pense à Belle cause pour la cause, des trucs du genre où est-ce que des élans, où est-ce que les gens vont parler un petit peu plus de la santé mentale. Je pense que quand même aujourd'hui, ça reste un peu difficile de parler de nos difficultés, de partager finalement nos creux de vague. La vulnérabilité, c'est pas encore tendance Non, c'est ça. nécessairement. Alors, ce soir, j'ai vraiment très hâte de t'entendre sur le sujet. Alors, Pierre-Luc Hardy, comme je disais tout à l'heure, tu es éducateur spécialisé. Tu enseignes en fait l'éducation spécialisée également au Aussi, Cégep de tout à Sainte-Foy. fait. Tu travailles, tu es intervenant également. Tu as été Oui, coach familial, on a travaillé ensemble dans le passé. Et dernièrement, tu as écrit un livre que tu as nommé L'éducation et les nuages gris de la vie, tout à apprendre à fait. prendre soin de sa santé mentale. Exactement. Alors, de un, merci beaucoup d'être avec moi encore une fois. Très, très, très heureux. Ça va être le fun. Puis c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis je pense qu'il est important en tout temps. Mais c'est vrai, comme tu dis, la dernière année a été remplie d'imprévus et en tout cas, de moments, de nuages gris de la vie, comme tu as dit, là, puis d'incertitudes. Et c'est vrai qu'aussi qu'à la base, moi je dis souvent, la vie va vite. Tu sais, la vie va vite. La vie va tellement vite que des fois, on priorise, mais des fois, ça fait que dans cette vie-là qui va vite, puis qu'on priorise, mais des fois, on s'oublie à travers tout ça, là. Clairement, clairement. Mm. Et toi, Pierre-Luc, d'un, moi, je te connais quand même un petit Ouais. peu, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené finalement à rédiger ce livre-là? Tout à fait. C'est sûr, comme tu disais tantôt, je suis éducateur spécialisé. Là, moi, j'ai travaillé d'abord au centre jeunesse là, pendant plusieurs 6-7 ans. Je ne me rappelle jamais si c'est 6 ou 7 ans. J'ai tout le temps 6-7 ans. Je ne prends pas de risque. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Alors, 6-7 ans. Après ça, c'est ça. J'ai commencé à faire du coaching familial. Avec toi, là, je continue à en faire là, avec une clinique de neuropsy, là, la clinique Neuroéduc. Et je suis aussi professeur au Cégep Sainte-Foy en technique d'éducation spécialisée. J'avais toujours eu l'écriture, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. J'aime beaucoup lire, là, depuis que je suis au cégep, là, j'aime beaucoup lire. Et j'ai toujours eu envie d'écrire. J'avais commencé à écrire plein de trucs. Je pense que c'était intéressant, mais j'avais pas l'impression. Ce que je pense, je sais pas, là. Peut-être que c'était pas intéressant. Mais j'avais pas quand même trouvé quelque chose. Je n'avais pas trouvé un angle qui me disait, qu'est-ce que j'écris, ça va être utile ou ça va être différent de ce qui existe déjà. En tout cas, ça va prendre, même si ça peut exister déjà, ça va prendre en tout cas un autre angle ou une autre couleur. Fait que je suis arrivé à m'amener à ce livre-là qui s'appelle, comme tu disais tantôt, L'éducation, la nuagerie de la vie, avec un thème qui me tient vraiment à cœur, là, qui est vraiment composé avec les moments difficiles de la vie, parce qu'ils font partie de la vie. Hein, on aimerait ça bien les éviter, ces moments-là, ils font partie de la vie. Puis je tiens à dire que je suis quand même une personne optimiste, même si je parle que des
plein de moments difficiles dans la vie. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la vie, mais ça reste quand même que je suis une personne optimiste, je crois. Mais je me dis, justement, puisque je suis une personne optimiste, je me dis, mais est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à ces moments difficiles-là? Est-ce qu'on peut se prévoir des parapluies là, pour les traverser, là, ces nuages gris de la vie, puis mettre un peu de lumière à travers tout ça. Fait que c'est un peu le questionnement que je me suis posé. Et c'est ça. Fait que c'est est-ce que je suis rendu trop loin? Là? Moi, je suis comme parti dans... Ça répond à ma question. Justement, tu dis, t'aimes ça, la littérature. Ouais. T'as toujours été quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris la décision de rédiger un livre, d'en faire un livre, finalement, de ces réflexions-là que tu avais? Bien, c'est ça. En fait, d'emblée, ce sujet-là m'interpellait comme intervenant parce que c'est ça, on accompagne des gens, puis souvent qu'on accompagne des gens, mais parce qu'ils traversent justement des nuages gris. En tout cas, souvent, c'est des moments, quand on demande de l'aide, c'est parce que c'est des moments qui ça va un peu moins bien, qu'on vit des difficultés. Fait que comme intervenant, j'étais déjà très interpellé par ce sujet-là. Je me disais, j'étais toujours en réflexion de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider davantage les gens pendant qu'ils traversent ces moments gris-là de la vie, mais en prévention aussi. J'avais déjà ces réflexions-là. Et jusqu'au jour que moi aussi, j'en ai traversé un nuage gris de la vie. Là, parce que quand on parle de moments difficiles, ça peut être plein de choses. Hein, on traverse tous c'est ça, des deuils, des transitions. Des fois, on peut vivre des difficultés personnelles. On peut avoir des problèmes de santé physique, santé mentale. Puis moi, j'ai traversé, comme j'appelle souvent, ma fatigue psychologique. J'ai comme eu un moment que j'étais plus fatigué psychologiquement, ce que j'avais jamais vraiment vécu avant, mais cette fatigue-là m'a amené à vivre plus d'anxiété, plus j'étais moins bien. En même temps, c'est une drôle de période parce qu'au même moment que je vivais cette période-là un peu plus difficile, mais je vivais des grandes joies aussi. Je vivais parce que ma fille venait de naître, je me mariais avec la femme que j'aime. Tout ça mélangé ensemble, c'est comme si je vivais des grandes joies qui étaient sincères, que je vivais réellement, puis en même temps, je vivais une grande fatigue psychologique. Fait que je savais qu'il existait ces moments-là, mais là, de le vivre, ça m'a vraiment donné encore plus le goût de dire, je veux poursuivre ma réflexion. Je veux dire, probablement, que c'est normal que ça existe, parce que je trouve, tu l'as dit tantôt, on parle beaucoup de santé mentale, mais la vulnérabilité, on en parle, mais il y a des gens, dès qu'ils la partagent, cette vulnérabilité-là, mais je me suis dit, moi, je pense qu'il faut en parler encore plus, parce que ça fait tellement partie de la vie, on est tous vulnérables à certains moments dans la vie, que je pense qu'il faut que ça devienne naturel d'en parler, de dire, hey, présentement, je passe une période tough, je passe une période qui est difficile, puis que ça soit juste normal, comme dire, cette fin de semaine, j'ai eu la gastro. C'est pas le même parallèle, là, mais d'y aller avec que ça devienne aussi naturel que ça. Et là, c'est là que j'ai eu le goût de vraiment d'écrire le livre en mélangeant un peu, un peu cette période-là de ma vie, mais beaucoup en faisant référence à mes expériences professionnelles puis à mes analyses professionnelles, parce que tout mélanger ça ensemble pour faire un livre de réflexion là, sur le sujet. Puis je me disais, puisque je veux que ça devienne de plus en plus normal de dire que j'ai vécu un moment difficile, mais je me suis dit, j'écrirai pas juste un livre plus pratique, de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour composer avec les nuages gris de la vie? Je vais partir du fait que moi, j'ai vécu un moment plus difficile, que c'est ça, puis avec mes expériences, puis avec mes connaissances, ça m'a poussé à faire plus de réflexions encore, puis à aller plus loin dans mes réflexions pour voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour composer avec ces moments-là plus difficiles? Oui. Puis, justement, le fait que tu sois intervenant, en fait, dans ton livre, tu parles du fait que toi, tu es intervenant, tu as travaillé avec des gens, justement, qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui avaient des situations de vie qui étaient complexes. Et toi, tu étais déjà à l'affût de ça, des troubles de santé mentale, mais ça a quand même pris un certain temps avant que, je pense que tu te l'avoues, mais aussi que tu en parles aux autres. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce processus-là? Oui. Mais tu sais, le cordonnier mal chaussé, l'expression cordonnier mal chaussé, ça m'a vraiment bien défini là, un peu dans cette période-là. Heureusement, par contre, qu'effectivement, puisque j'avais des outils, le jour que j'ai décidé de ne plus me mettre la tête dans le sable et de reconnaître ce qui se passait, je pense que ça m'a aidé, ces outils-là, à traverser cette période-là. Mais au début, c'était
ben, tu sais, j'écoutais pas ça. Là. Même, c'est pas nécessairement à ce moment-là, mais j'utilise un peu la métaphore là, dans le livre, dire, ben, c'est comme si j'avais mis sur le mode avion ma connexion avec mes émotions, dans le sens qu'ils peuvent essayer de communiquer avec moi, mais je les reçois pas. Là. Fait que c'est comme si je m'étais coupé de tout ça, comme si je disais, ben, ça existe pas, puis je veux dire, ça va passer. Je banalisais beaucoup, puis je me disais, moi, je suis fait pour aider les autres, je suis fait pour être heureux. C'est comme si, pour moi, ça se pouvait pas que je vive ce genre de moment-là. Jusqu'à un jour, comme ça a remonté. Je pense qu'à force de couper ça, ça a remonté, puis là, ça a pris le dessus. Puis même quand ça a pris le dessus, ben, j'en ai pas tout de suite parlé. C'est comme si mon premier réflexe était, ah, mais je vais régler ça toute seule. Je vais régler ça toute seule. Je suis capable, je suis intervenant, je vais bien savoir quoi faire avec avec ces moments-là. Et jusqu'au jour que je me dis, ben là, je pense que c'est le temps d'en parler. Et d'aller chercher de l'aide d'ailleurs aussi. Là, et puis c'est pour ça que je voulais en parler aussi dans mon livre, parce que je pense qu'il y a ça à apprendre, de dire, ben, tantôt je disais, mais je veux que ça devienne le plus, parce que mon souhait, là, c'est que ça devienne le plus normal possible de dire que je passe un moment tough, puis de dire aussi, d'apprendre à nos enfants, mais nous, ça l'apprendre aussi à nous, c'est que, ben, tu sais, si on ne le dit pas aux autres qu'on ne va pas bien, là, si on ne le démontre pas, mais les autres ne peuvent pas nécessairement le deviner, surtout si j'essaie de le cacher puis je ne veux même pas l'écouter moi-même, dans le sens que moi, je suis entouré de plein de monde autour de moi que je pense qu'ils demandent juste ça, pouvoir m'aider, mais à ce moment-là, ben, je ne le disais pas. Fait que comment ils peuvent m'aider s'ils ne savent pas que je ne vais pas bien? Fait que, moi, je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on doit faire à nos enfants, mais nous aussi, comme elle dit, je pense qu'il faut se l'apprendre. Il faut que ça devienne le plus naturel possible de dire, ben, premièrement, c'est normal que je vive des moments difficiles. Quand je vis des moments difficiles, je pense que c'est important que je puisse les partager. Puis si je veux de l'aide, ben, c'est sûr que si je ne le communique pas, ça va être difficile pour les autres de m'aider parce qu'ils ne sauront pas que je ne vais pas bien. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne le savent pas. Exactement. Puis, je crois, c'est peut-être un stéréotype, mais quand même, la femme a peut-être un peu plus de facilité souvent à être connectée à ses émotions ou à tout le moins à en placoter un peu, puis à laisser sortir la pression un petit peu, même si je pense qu'il y a vraiment de belles améliorations du point de vue de la société. Mais toi, par exemple, qui as travaillé avec des jeunes aussi, des jeunes garçons qui ont pu vivre certaines difficultés, toi, qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça? Ben, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilisation là, qui se font à ce niveau-là. Puis je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a encore, il y a encore, je pense, le stéréotype. Ben, pas un stéréotype. Je pense qu'il y a encore certains hommes pour qui c'est moins naturel, je pense, de nommer leurs émotions à cause justement de la pression sociale qui n'est pas, c'est pas clair. Je veux dire, c'est plus inconscient que conscient, cette pression sociale-là. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que je pense que les hommes, il y a des hommes pour qui c'est très facile de communiquer leurs émotions facilement, mais il y a certains hommes, je pense que ça reste encore difficile. Même chose, ben, il y a des femmes aussi que c'est compliqué, c'est plus difficile. Il y a des femmes pour qui c'est naturel, puis pour d'autres, c'est plus difficile aussi. Mais avec les jeunes aussi, ben, c'est sûr qu'avec les jeunes, mais je pense qu'il y a vraiment du beau travail qui se font dans les garderies, dans les CPE, dans les écoles pour justement, je pense, nommer les émotions. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Puis ça, c'est super, là, c'est merveilleux. Mais je pense qu'il faut continuer à la maison de valider ça, de dire, ben, toutes les émotions sont normales, puis non seulement sont normales, mais sont souhaitables. Parce que la colère que tu ne vis pas là, ben, si tu ne la vis pas là, ben, elle va peut-être en sortir différemment plus tard. Fait qu'on veut que tu la vives, ta colère. Après ça, il y a un cadre là, sur comment tu peux la vivre, mais le but, c'est pas que tu la refoules, c'est comment que tu peux l'exprimer. Mais cette colère-là, elle est souhaitable que tu la vives. Tu as le droit d'être fâché. On peut tous être fâchés à certains moments. Puis moi, je pense que des fois, ben, il y a encore des. Je ne sais pas si c'est encore présent dans des séries, mais il y a quand même de quoi des fois dire ben, un homme, ben, ça. C'est fait tough. Là. Des fois, on le voit encore dans certaines types. Fait que je pense qu'il peut y avoir des fois une pression inconsciente pour certains garçons de ne pas nommer ben, du coup, de moins nommer leurs émotions. Mais heureusement, je pense que le travail qui est fait dans les écoles, dans les CPE, puis dans plusieurs familles aussi, là, vient compenser pour tout ça. Oui, puis tu me fais penser justement à la différence entre un petit garçon qui va tomber, qui va se faire mal, versus une petite fille. Souvent, ben, les petites filles, on va prendre le temps justement de réconforter, puis les petits gars, on va comme juste essuyer le bobo, on dit « ça saigne pas, c'est correct, retourne jouer ». Tout à fait, mais c'est vrai.
Puis ça fait juste partie de nous. Je pense que Mm. c'est vraiment de l'inconscient. On l'a peut-être juste intégré, mais oui, il y a un travail vraiment qui est de plus en plus axé sur au moins lorsque l'enfant vit peut-être un petit débordement émotif, où est-ce qu'on sent qu'il est un petit peu plus fébrile ou que l'émotion est très forte, on va prendre plus le temps de le dire. C'est déjà une belle amélioration. Mais oui, c'est déjà une belle amélioration. Puis, tu sais, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, de continuer justement à normaliser les émotions, puis laisser de la place à l'expression des émotions, puis de continuer à dire que, ben, tu as le droit de trouver ça dur. Tu as le droit de trouver ça pas le fou. Tu as le droit d'avoir une journée que tu as trouvée dure, difficile, que tu n'es pas bien. Puis ça fait partie de la vie, ces journées-là. Ça ne veut pas dire que demain, ça va être pareil, mais le but, c'est pas de dire. Des fois, on a tendance pour vouloir assurer, d'accepter, mais tu as vécu ça aussi de positif, de compenser en disant ah, mais oui, c'est vrai que tu as trouvé ça difficile, mais tu es avec tes amis au moins. Mais oui, c'est vrai, c'est bien, on peut le faire dans un deuxième temps, mais je pense de le dire dans un premier temps, ben, ça se peut que tu aies une mauvaise journée, puis ça arrive, puis ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Puis malheureusement, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Puis ben, en même temps, ben, on peut apprendre à composer avec tout ça. Mais le but, c'est pas de dire qu'elle n'existe pas, cette mauvaise journée-là. Elle existe, cette mauvaise journée-là, puis elle existe pour tout le monde. Puis elle va continuer à exister dans ta vie. Mais après ça, comment on peut apprendre à surfer sur ces journées-là, ces journées-là, je pense que c'est là aussi notre travail qu'on parle. Mais pas. Des fois, moi, je trouve, puis même moi, là, je veux dire, avec mon entourage là, qui fait ces réflexions-là, j'en ai fait un livre, mais des fois, j'ai tendance tout à axer sur le positif, de tout à regarder de l'autre côté de la médaille. Moi, je pense que c'est bien de le faire, ça, dans un deuxième temps. Mais je pense que dans un premier temps, de valider, de dire, c'est normal de trouver ça tough. C'est normal de trouver ça tough, clairement. Ouais. Puis, justement, dans ton livre, tu parles de ce culte du bonheur-là, justement, que ce qui nous est présenté, c'est que tout devrait bien aller, que tout devrait être beau, qu'on devrait être heureux en tout temps. Puis, c'est ce qu'on perçoit aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Ouais. En quoi c'est néfaste, selon toi? Ben, parce que moi, je pense que qu'est-ce qui est néfaste, là, c'est que parce qu'il existe ces moments-là. Il existe ces moments-là, mais ça, mettons que je défile, moi, j'ai pas Instagram, mais mettons que j'ai Instagram, puis je défile, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Là? Souvent, qu'est-ce qu'on va voir, c'est la partie qui est belle la journée d'une personne. Puis là, c'est ou des choses qui vont bien. Mais des fois, il y en a qui vont présenter leur côté plus difficile, mais souvent, on va voir la belle partie de la journée. Ben, c'est bien, elle existe, mais sauf que là, on voit une accumulation de belles journées, de plein de personnes. Puis c'est comme si on peut développer la croyance que la vie, soit c'est inconscient, mais la vie, ça doit ressembler à ça. Dans la vie, ma maison doit tout le temps être rangée de cette façon-là. Dans ma vie, je dois faire toutes ces activités-là avec mes enfants en tout temps. Mais c'est comme si la vie doit ressembler à ça, à toutes ces belles choses-là, qui existent aussi. Mais oui, le ménage, il faut le faire. Puis je dois y avoir des journées des journées que tout va rouler carré, je vais tomber en panne avec ma voiture. Mais il existe aussi ces journées-là, mais c'est pas ça nécessairement qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Puis sur les réseaux sociaux, ben, c'est un petit pourcentage de la société, là, parce que ceux qui publient beaucoup, fait que ça présente une partie de ce qui existe, mais il y a plein de parties qu'on ne voit pas, qui existent aussi. Puis des fois, on peut penser que notre vie n'est pas normale si on se compare juste à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Fait que moi, je trouve que ça l'amène. Puis tu sais, je pense qu'il y a du positif aux réseaux sociaux. Là, dans le livre, il y a une couple de fois que je suis un peu sévère avec les réseaux sociaux, là, mais je pense qu'il y a du positif dans les réseaux sociaux pour la socialisation. Puis dans la pandémie, ça nous a apporté plein d'avantages. Je pense que tout est une question d'équilibre. Il ne faut juste pas penser que la vraie vie est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que ça représente la vraie vie, je veux dire. Puis il ne faut pas se donner la pression d'avoir une vie qui ressemble à celle des réseaux sociaux. Il ne faut pas se donner l'impression de dire que ben, je dois faire tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Puis c'est nous comme adultes, on peut avoir cette pression-là inconsciente, même si on est capable des fois de faire la part des choses. Si je défile mon fil d'actualité, mais je peux arriver avec une certaine pression de dire hey, mais moi, pour être heureux, là, mais je dois avoir tel truc. Pour être heureux, je dois faire tel truc. Puis nous, on a quand même un bagage émotif qui nous permet de faire l'équilibre, mais les adolescents qui défilent leurs réseaux sociaux, mais eux autres, ils peuvent dire ben, hey, moi, pour être heureux, là, mais il faut que je m'habille de telle façon. Il faut que je fasse telle activité avec mes amis, et ce, même si j'en ai pas envie. Mm-hmm. Parce qu'il y a comme un culte du bonheur, tu sais, pour dire, mais pour être heureux, il y a comme s'il y avait une recette qui existait pour être heureux. Puis moi, je pense, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, qu'il n'existe pas de recette. Tu sais, l'idée, c'est... Puis en fait, le bonheur, c'est même pas une destination, c'est dans le chemin, c'est assez de vivre le plus de beaux moments positifs,
de vivre selon mes valeurs. Puis là, je ne vais pas donner une recette au bonheur parce que je pense qu'elle n'existe pas, que je ne dirais pas une recette du bonheur, mais c'est de voir, mais c'est quoi mes valeurs qui sont importantes pour moi, puis d'essayer de les vivre le plus souvent possible. C'est quoi les choses qui me font du bien, puis d'essayer de les vivre le plus souvent possible, puis d'accepter, pour être heureux, je pense qu'il faut accepter que ben, il y a des journées qui vont être difficiles, puis il y a des moments qui vont être difficiles, puis je vais devoir faire des choses que j'aime pas. Mais comment que je peux composer avec ces moments-là? Puis comment que je peux comment je peux essayer de goûter un peu le bonheur malgré ces moments-là? Tantôt, je disais, ben, je vais comme deux émotions contradictoires, dire que je vais toute ma fatigue psychologique. D'un autre côté, ben, je vais des grandes joies. Puis au début, c'est comme si je me disais, je me sentais coupable d'être fatigué pendant que je vivais ces grandes joies-là. Puis après ça, dans mes réflexions, je me suis dit, ben, les deux peuvent exister en même temps. Ben oui. Les deux peuvent exister en même temps. Je peux en même temps pas bien filer, mais vivre des choses super intéressantes, puis je peux goûter aux deux en même temps. Parce que à vouloir juste mettre le couvert sur les sentiments négatifs, c'est comme si je vais juste mettre l'énergie là-dessus, puis je vais oublier tout ce qui est positif. Mais si je donne le droit à ces deux sentiments-là d'exister, mais les deux vont pouvoir prendre la place, puis je vais pouvoir vivre la joie que j'ai à vivre. Puis tu sais, des fois, je me dis, ben, ça arrive, disons, qu'un enfant ait une année scolaire difficile. Ça l'arrive, hein, des fois, parce que même si le professeur est bon, ça se peut que ça fitte moins bien que le professeur, pour plein de raisons. Là, mais moi, je pense que de dire, ben, tu as le droit de trouver ça difficile, puis c'est normal. Puis en même temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre des belles choses à travers tout ça. Moi, je pense que les deux sentiments peuvent exister en même temps. Tout à fait. Puis c'est de se priver finalement de ce bonheur-là. Si on se dit « Ah, je vais pas bien » et qu'on met l'accent sur ce qui va mal, ben on fait juste brasser ça, puis finalement, on se donne pas accès au bonheur. Et à l'inverse, où est-ce que ça va très bien, ben ça nous ramène des fois un petit peu sur terre en se disant « Ben oui, je suis une personne humaine, puis les personnes humaines en vivent des belles choses et des mauvaises choses aussi. » Puis je fais un peu le lien avec ce qui est en rapport avec les erreurs qu'on peut faire dans notre vie. Tu parlais justement de cette recherche de perfection-là ou de vivre ce mode de vie-là que l'on devrait faire pour avoir du bonheur dans notre vie. Quel genre de relation tu as avec l'erreur, toi? Ben, c'est une relation amoureuse. Non, mais dans le sens que j'apprends à accepter l'erreur. J'ai un chapitre justement dans le livre qui s'appelle « Faire la paix avec l'erreur ». Je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. Parce que, tu sais, je donnais l'image, entre autres, des fois, on fait, mettons, 100 choses dans une journée. Puis on en fait 99 qui sont bonnes, on en fait une qui n'est pas parfaite, puis le soir, c'est celle-là qu'on se rappelle quand on se couche le soir. C'est comme si on a oublié les 99 autres. Et on met beaucoup d'énergie sur celle qui n'est pas parfaite. Fait que, tu sais, je me dis, moi, quand j'ai pris un peu de recul, puis je me suis dit ça, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à axer un peu sur les 99 autres. Tu sais. Une action ne définit pas une personne, une action ne me définit pas. Puis c'est la même chose, avec les gens qui m'entourent. Souvent, quand on regarde des gens autour de nous, on va regarder justement, ce ne sera pas blanc ou noir, là, on va regarder peut-être la personne s'est trompée, on va être capable de voir tout le positif que la personne va avoir quand on connaît bien une personne, je parle. Mais sur nous, des fois, là, c'est comme si on fait. En tout cas, je ne vais parler pour moi, j'ai fait une erreur, puis c'est comme si ça prenait toute la place, puis tout le reste n'existait plus. C'est comme si ça venait à me définir. Puis là, l'image que j'aime utiliser, est dans le livre, mais je l'utilise aussi en intervention. Là, je dis, dans un livre de vie, là, il va y avoir des paragraphes, des chapitres, des fois, qui vont représenter un peu, qui vont représenter mes erreurs. Mais dans ce livre-là, il va y avoir plein d'autres paragraphes, d'autres chapitres qui vont définir d'autres choses de moi, qui vont présenter d'autres choses de moi, puis souvent qui vont présenter des forces. Puis j'ai du pouvoir sur la suite de l'histoire, sur les prochains mots, les prochains mots, les prochaines phrases, les prochains paragraphes que je vais écrire. Et c'est là-dessus que j'ai du pouvoir, c'est là-dessus que je peux changer les choses. Que, quand je regarde mon livre de vie dans son ensemble, peut-être que c'est ça, mes erreurs vont présenter un paragraphe, vont présenter peut-être un chapitre, mais ça ne représentera pas l'ensemble de ma vie, il va y avoir plein de belles choses. Puis j'ai du pouvoir sur qu'est-ce que je vais écrire pour la suite des choses. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que j'aurais aimé faire différemment, je ne peux pas revenir dans le passé, mais je peux, dans la suite de mon histoire, l'écrire différemment, justement. C'est-à-dire, mettons, être guidé par la valeur que, mettons, si j'ai agi, j'ai manqué, je vais donner un exemple, si, mettons, j'ai l'impression d'avoir manqué de bienveillance à un certain moment, là, peut-être que je peux dire, pour la suite de l'histoire, je vais mettre la bienveillance au devant de ma vie. Fait que ça va me permettre, premièrement, de rebondir sur mon erreur. C'est-à-dire que cette erreur-là n'aura pas été faite en vain, elle va m'avoir permis de devenir une meilleure personne.
Puis ça va me permettre de faire du beau. Puis je vais pouvoir, je pense, être fier de moi malgré l'erreur parce que je vais en avoir fait de quoi de beau, puis je vais rebâtir, puis rebondir sur cette erreur-là. Puis je vais écrire la suite de l'histoire autrement, puis en étant guidé par des nouvelles valeurs et des nouveaux apprentissages. Oui, c'est ça, en réalité, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Tout à fait, exactement. Mais c'est sûr que je pense que qu'est-ce que je disais aussi, puis qu'est-ce que je dis, c'est qu'il faut se donner le droit aussi sur le coup de dire, ben, que je me sens pas bien. Là. Je l'ai fait l'erreur. On peut la vivre, cette émotion-là. Tu sais, je reviens tout le temps à ça. On peut la vivre. Mais après ça, je pense qu'il faut prendre justement. Ben, il faut la vivre, en fait. Après ça, je pense qu'il faut prendre le pas de recul puis dire, OK, ben là, qu'est-ce que je fais pour la suite des choses? Mais là, je peux écrire la suite de mon histoire différemment. Puis de l'écrire avec des nouveaux apprentissages, puis de me dire, ben, cette erreur-là m'aura permis de devenir une meilleure personne, puis d'écrire mon histoire différemment. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis moi, ça me permet de faire la paix un peu avec l'erreur. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, ça, c'est un long processus. Là, j'accepte beaucoup mieux mes... Pour ça, je dis à Maureen tantôt, parce que là, maintenant, j'accepte beaucoup mieux mes erreurs aujourd'hui, mais tu sais, ça dépend. Quand je suis plus fatigué, ils sont plus durs à accepter. Tu sais, c'est un processus qui est continu, je le dirais de même. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais j'aime bien ça, justement, cet aspect-là de voir quel contrôle est-ce que tu peux avoir sur ta vie, sur tes comportements, sur tes émotions. On dirait justement que parfois, lorsque l'émotion est très forte, on a l'impression de ne plus avoir de contrôle, que ça vient nous submerger puis qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est faux. On a un certain contrôle sur certaines choses. Puis oui, peut-être de nous laisser vivre l'émotion et même chose pour nos enfants, de les laisser vivre leurs émotions va faire en sorte qu'une fois que le gros est passé, qu'on a laissé sortir la vapeur, bien là, on est capable d'avoir plus de contrôle sur la situation puis de faire des choses en conséquence pour pouvoir améliorer notre vie. Bien, tout à fait, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, en lien avec les enfants, mais c'est pour ça que puis ça, c'est pas facile comme parent. Il y a un gros lâcher-prise là, à y avoir, mais tu sais, justement, de leur laisser faire des erreurs, justement. Parce que, tu sais, parce que là, on va être là justement pour les accompagner dans ce processus-là. Puis, ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu sais, si on leur laisse faire des erreurs, de se tromper, puis de réessayer par la suite, on leur apprend à composer avec les erreurs. Mais si on les protège de ces erreurs-là, à un moment donné, ils vont arriver un jour, ils vont être confrontés à l'erreur, parce qu'on en fait tous des erreurs. L'erreur est humaine, là, c'est une expression qui est vraie, là, je pense, là, mais qui représente la réalité, je veux dire. Mais si on attend avant de leur laisser vivre des erreurs puis de composer avec ces erreurs-là, ben, peut-être qu'ils n'auront plus personne pour les soutenir. Mais si on pour faire cet apprentissage-là, ils n'auront peut-être plus personne pour les soutenir pendant qu'ils font l'apprentissage. Mais si on leur laisse faire des erreurs pendant qu'ils sont jeunes, puis qu'on les vit avec eux, puis qu'on les accompagne dans ce processus-là, ben, on est en train de leur apprendre à accepter l'erreur, normaliser l'erreur, puis à trouver des mécanismes pour composer avec l'erreur, puis devenir meilleur grâce à l'erreur. Oui. C'est ça. L'erreur, c'est nécessaire, finalement, pour croître. Tout à fait. Oui, il faut leur transmettre cette information-là. Je pense que c'est vraiment de les aider, finalement. Dans ton livre, tu parles également de l'importance de rêver, de se laisser rêver. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Bien, je me suis rendu compte, là, pour plein de raisons, mais je pense que ça, c'est un moteur infini, le rêve. C'est vraiment, je pense que, puis je parle, ben oui, peut-être les rêves de la nuit, mais je parle d'avoir des rêves, j'aurais pu dire des projets, là, mais d'avoir des rêves, de dire, mais dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Puis moi, je pense que peu importe quel état émotif qu'on a, que ce soit une belle journée, une mauvaise journée, un bon moment dans notre vie, une période plus difficile, mais je pense que quand on a des rêves, quand on a des objectifs, c'est un moteur qui nous permet d'avancer, peu importe les conditions, peu importe les nuages. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler, mais j'aime beaucoup avoir des rêves, j'en ai plein, mais j'aime beaucoup travailler avec les rêves comme intervenant aussi, de dire, ben, tu sais, puis des fois, ça peut être des petits rêves, des petites choses, mais je pense que des fois, ça peut devenir un grand levier pour amener un changement. Des fois, ça peut être, ben, qu'est-ce que tu aimerais avoir, tu sais, qu'est-ce que... puis, tu sais, les enfants, quand on leur demande ça, ne sont pas toujours capables de nous faire leur liste de rêves au complet en 2 secondes. Tu sais, des fois, il faut comme fouiller avec eux, mais tu sais, quand tu te projettes dans l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce qui te fait triper, tu sais,
qu'est-ce qui serait important pour toi, qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse. Mettons que tu as une baguette magique, que tu peux avoir n'importe quoi, qu'est-ce que tu aurais. Puis, tu sais, là, on peut aller loin dans nos rêves. Ça peut, puis, tu sais, ça peut dire des fois, on parle des rêves qui sont réalistes, puis des rêves, des fois, qui sont irréalistes, mais ils font du bien quand même, les rêves qui sont irréalistes. Puis, les rêves qui sont irréalistes, peut-être qu'on ne pourra pas les vivre et les réaliser tels quels, mais ils peuvent peut-être sous-tendre, il peut peut-être avoir d'autres rêves en dessous, le sous-tendre, pas sûr c'est le bon mot, parce qu'il peut y avoir peut-être d'autres rêves qui sont en lien avec ce grand rêve-là qui est inaccessible, qui vont nous permettre de vivre des grandes joies quand même. Puis moi, je pense vraiment que le rêve, c'est vraiment un moteur qui nous permet d'avancer, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Fait que moi, je pense qu'il faut nous rêver, puis même quand on vit des moments difficiles, je pense qu'il faut essayer de rêver encore plus, puis il faut faire rêver nos enfants. Puis en même temps, quand c'est réaliste, on leur dit que c'est réaliste, mais dire, mais il y a peut-être, ça cache peut-être des désirs que tu as, puis ces désirs-là, on va voir qu'est-ce qui peut être réalisable dans tout ça. Fait que, tu sais, moi, comme je donne un exemple dans le livre, entre autres, d'une petite fille là, au centre jeunesse que je fais attention de la confidentialité, là, je vais faire attention à ce que je dis, mais en tout cas, bref, c'était pas facile sa vie. Elle vivait plein de choses difficiles pour plein de raisons. Puis quand on lui demandait ses rêves, là, ben, c'était de sortir avec Justin Bieber. C'était ça. Fait que, OK, on a regardé qu'est-ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qui est possible de faire. Ben, j'essaie de texter Justin, puis il ne m'a pas répondu. Là. Fait que j'ai pas été capable de créer quelque chose à ce niveau-là. Puis elle avait aussi, parce qu'elle vivait en foyer de groupe, elle n'était pas avec ses parents, elle voulait revivre avec ses parents, mais ses parents, parce que c'était pas possible qu'elle retourne vivre avec ses parents. On est quand même parti de là, pour c'est sûr qu'on n'a pas pu créer un couple avec Justin Bieber, mais on est allé explorer son univers, on est allé fouiller, on a essayé d'en apprendre plus sur lui. Ça lui a fait passer des bons moments. Ça lui a pas enlevé toute la peine qu'elle avait, mais ça lui a fait passer des bons moments. C'est déjà beaucoup, je trouve, moi. Puis après ça, on a essayé de créer des contacts avec la fratrie, des personnes qu'elle voyait moins, mais qu'elle a pu voir. Fait que ça a été quand même quelque chose qui a donné un peu d'énergie positive. Puis c'est ça, il n'y a rien de magique, mais juste des fois, quand on passe des moments très difficiles, de vivre des petites joies, des petits moments, bonheur, là, je pourrais l'appeler de même, ben, des fois, premièrement, ça met un baume sur qu'est-ce qu'on vit. Mm-hmm. Ça peut donner un peu d'espoir. Puis juste de passer un beau moment, des fois, ça peut être beaucoup. Tu sais, quand il y a plein de nuages gris, puis on voit juste un petit rayon de soleil, là, ça peut être intéressant quand même. Oui, tu sais, je vois vraiment ça comme étant de l'espoir. Tu appelles ça des rêves. Oui, les rêves, c'est ce qui donne ton espoir aussi, de voir qu'au bout du tunnel, il y en a une lumière, puis que je peux m'accrocher finalement à ça pour pouvoir continuer d'avancer. Tout à fait. Tout à fait, effectivement, parce que tu sais, c'est un moteur. Je pense que c'est un moteur, ça nous donne de l'énergie pour continuer à avancer. Parce que si on n'a plus de moteur, puis qu'on n'a plus rien qui nous motive à avancer, si on n'a plus d'objectifs, si on n'a plus de souhaits, moi, je pense qu'il y a toujours de l'espoir, mais notre processus devient plus difficile à ce moment-là. Il y a toujours quelque chose à faire, mais le processus devient plus difficile. Mais quand on a encore un petit espoir, un petit rêve, quelque chose qui nous tente, c'est un petit moteur qui nous permet d'avancer. Fait que rêvons, c'est ça que je veux dire, rêvons, puis faisons rêver nos enfants, puis je pense que ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah oui. Puis c'est ce qui leur donne justement l'occasion d'explorer peut-être certaines passions, certaines choses qui vont pouvoir leur servir éventuellement. Puis de ne pas avoir tendance tout de suite à dire « ben non, c'est inaccessible, ben non, t'es trop jeune pour ça ». Je pense que c'est important de nourrir leurs rêves lorsqu'ils sont jeunes, puis d'explorer les possibilités, parce qu'en réalité, c'est nous qui se mettons des frontières. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de possibilités, là. Mais tout à fait. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis quand on avance, là, on ne sait pas où qu'on va se rendre, mais on sait qu'on va se rendre. On va changer de. Je cherche un mot qui ne me vient pas en tête, là, mais quand on avance, là, c'est sûr qu'on va se rendre à quelque part. Même si on ne se rend pas nécessairement à la destination qu'on voulait aller, on va peut-être se rendre ailleurs, mais on se rend quelque part, c'est sûr et certain. Oui. C'est vraiment du positif pour eux. Puis, dans ton livre, oui, tu vas parler de notre santé mentale en tant qu'adulte versus la santé mentale, ou qu'est-ce qu'on devrait enseigner à nos enfants par rapport à la santé mentale. On en a parlé quand même beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais pouvoir partager aux gens qui sont avec nous ce soir, qui t'encouragent aussi, qui te trouvent vraiment bon d'ailleurs? Ah, mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour les bons mots. Peut-être quelque chose que je trouvais important de dire. Je l'ai dit à quelques reprises dans notre rencontre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, dans le sens que
ben, plein de choses que j'ai le goût de dire avec ça, là, mais dire que moi, je pense que quand on veut, mettons, se donner le droit à vivre plus nos émotions, se donner le droit d'être plus vulnérable, ben, peu importe le changement qu'on veut faire dans notre vie, il faut se laisser du temps pour le faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, tu sais, parce que des fois, moi, il y a bien des choses que je voudrais réussir à faire tout de suite, mais je ne suis pas capable de faire tout de suite. Tu sais, ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Et éventuellement, je vais trouver ma façon de faire où je vais me sentir bien. Fait que ça, je pense que c'est vrai pour tout processus de changement. Mais c'est ça aussi, se donner le droit plus à la vulnérabilité, de vouloir ajouter des choses pour prendre soin de notre santé mentale, pour enseigner ça à nos enfants. Mais je pense qu'il faut se dire, c'est possible de le faire, mais je pense qu'il faut se laisser. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, dans le sens qu'il faut se laisser du temps pour y arriver. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Puis il faut surtout pratiquer, puis pratiquer, puis pratiquer. Puis à force de pratiquer, on va trouver notre façon à nous de faire qui va faire qu'on est bien, puis qui va dire, ben ça, c'est ma façon à moi de prendre soin de ma santé mentale, c'est ma façon à moi de me donner le droit d'être vulnérable. Là, je parle de ces changements-là, mais c'est vrai pour tout autre changement, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tant mieux s'il y a des gens qui sont capables de faire du jour au lendemain, communiquer avec nous, on va être très content d'avoir vos trucs, mais habituellement, c'est ça, ça se fait un peu plus une étape à la fois, là, une étape à la fois, puis avec un processus d'essai-erreur, avec des vagues, des fois, ça va mieux, puis là, il me semble que là, je viens de reprendre mes anciens comportements, il faut que je réessaye, il faut que j'essaie de me retrouver des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, il faut que je continue à me pratiquer avec les outils que j'ai mis en place pour qu'ils deviennent les miens, pour que je devienne habile pour les utiliser, puis que je me sente bien avec ces outils-là. Oui, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Il faut se donner du temps. On peut faire des recherches sur comment prendre soin de notre santé mentale. Et là, quelqu'un va nous suggérer de faire de la méditation, par exemple, et de faire 20 minutes par jour. Mais si moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, puis pour qui s'asseoir pendant 20 minutes à faire la méditation, c'est une réelle souffrance, ben c'est pas bon pour moi, même si on me l'a recommandé et que de nombreuses personnes le recommandent. Tout à fait, effectivement. Mais je suis tellement d'accord avec toi. La méditation, je pense que ça marche pour plein de personnes. Puis moi, je me rappelle quelqu'un qui dit, mais moi, quand je médite, ça me rend anxieux. Ben, moi, je conseille de faire d'autres choses, dans le sens que si cette... Puis moi, c'est vrai que ça fonctionne. Moi, j'ai vu plein de personnes pour qui, puis moi, j'ai une méditation à ma façon, à moi de faire, là, mais moi, je pense que ça fonctionne pour plein de personnes, puis ça fonctionne, mais faites-le le plus souvent possible. Puis si ça ne fonctionne pas, mais trouve quelque chose d'autre qui va fonctionner pour toi, puis là, faites-le le plus souvent possible. Puis des fois, ben, ça prend beaucoup d'essais avant de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis qui s'intègre dans notre routine de vie. Parce que tu le disais tantôt en introduction, la vie va vite. Là, quand on est parent, on a nos enfants, on a notre vie, la vie va vite. Fait que d'intégrer des moyens pour prendre soin de soi, ben, je pense que il y a plein de choses qui sont bonnes, la méditation, l'exercice, la musique, de la respiration. Ben, la respiration, pas de la méditation, mais même juste des bonnes respirations. Là, ça va être la lecture, là, ça va être personne, ça va de discuter, d'échanger. Il y en a plein de moyens. Mais ce pas tous les moyens qui sont bons pour moi. Il faut que j'aille chercher les moyens qui vont être bons pour moi et qui vont me parler à moi. C'est ça. Fait qu'il faut explorer, il faut se donner le droit d'explorer et de ne pas aimer ça, même s'il y en a plein qui nous disent que ça pourrait être intéressant pour nous. Fait apprenons à connaître notre personnalité, connaître qu'est-ce qui nous fait du bien, même chose pour nos enfants, qu'est-ce qui leur fait du bien lorsqu'ils en ont besoin. Et d'apprendre à être capable de s'auto-évaluer puis à savoir quand est-ce qu'ils en ont besoin aussi. T'sais, je pense que oui, tu en as besoin au quotidien pour t'assurer peut-être de garder un certain équilibre, pour éviter peut-être de tomber dans des moments où est-ce que on a l'impression que notre petite batterie est un peu vide, mais de pouvoir prendre le temps de s'observer, de voir OK, là, je pense que j'aurais vraiment besoin davantage de prendre soin de moi. Tout à fait. Mais c'est vrai, tu as raison, dans l'écoute de soi, je pense que c'est... Puis ça, c'est aussi plus facile à dire qu'à faire. Mais ça, je pense de prendre rendez-vous avec nous-mêmes des fois, là, de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Puis qu'est-ce qui veut dire ce sentiment-là qui m'accompagne depuis un petit bout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse? Des fois, on ne le sait même pas, mais quelque chose qui me stresse? Quelque chose qui me dérange? D'essayer de s'écouter. Je pense qu'il faut vraiment se donner, faut se donner des rendez-vous avec soi-même. Parce que si on le fait pas, je pense que la vie va tellement vite qu'on y pense plus, puis on arrive le soir, puis on s'endort ou on a besoin, puis c'est bien correct, c'est bon pour la santé mentale, on a besoin de se distraire avec quelque chose pendant quelques minutes avant de se coucher. Là. Puis surtout, là, quand le Canadien joue, ben là, faut aller écouter un peu la game. Fait que des fois, on n'a pas le temps nécessairement de Vous êtes bien occupés ces temps-ci. C'est ça, exactement. Fait que, non, mais je le dis en blague, mais c'est ça, mais il faut se donner rendez-vous avec soi-même. Se dire, ben, OK, ben,
à quel moment que je prends le temps de m'écouter, puis je prends le temps pour faire de quoi qui me plaît puis qui me fait du bien. Oui, je pense que c'est un bon point. Puis j'ai envie de poser la question à Oui. ceux qui sont avec nous et qui nous regarderont en replay. Hein. Si vous nous regardez en replay, #replay pour qu'on sache à quel moment vous êtes, où vous nous avez vus. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de votre santé mentale? À quel moment vous le faites? Qu'est-ce qui a été bon? On va peut-être pouvoir inspirer finalement d'autres personnes, puis choisissez ce qui vous convient à travers tout ça. Hein. C'est ce qu'on vient de dire en réalité. Tout à fait. Voilà. Peut-être dernier petit point, tu parlais vraiment de l'importance de faire cohabiter finalement les émotions positives, négatives. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer aux gens, justement, pour leur permettre finalement d'avoir plus de facilité à accepter ces deux volets-là? Bien, puis ça aussi, je pense que c'est un processus qui se fait, là, petit train va loin, en tout cas, une étape à la fois. Mais en fait, il y a deux choses, je pense, qui peut nous permettre là, d'y arriver. C'est premièrement d'être à l'écoute de ce qui se passe, comme on a dit tantôt, de se dire, oui, je vis ça, mais en même temps, c'est pas parce que je vis ça que je vais le dire de même que tout va mal. J'allais dire quelque chose d'autre, mais que tout va mal dans ma vie. Je vis ça, c'est difficile cette partie-là, mais de ce côté-ci, je viens de passer un petit temps avec mon enfant, il était super mignon, puis ça m'a fait du bien. Fait que, je peux de reconnaître ce que je vis au moment présent. OK, oui, je suis stressé, j'ai une rencontre demain au travail qui me stresse, que j'anticipe beaucoup. Mais en même temps, mais ce moment-là, je vais penser que mon enfant me fait du bien. Puis le contraire est aussi vrai aussi. Ça fait 1 heure que j'essaie de le coucher. Je trouve ça difficile. Ça ne fonctionne pas comme que je veux. Je dois l'écouter. Puis en même temps, dire, j'ai hâte d'écouter la game du Canadien. Puis ça va me faire du bien d'écouter la game du Canadien. Là, c'est des choses plus au quotidien. Mais déjà là, de se pratiquer avec des petites choses comme ça, de dire, tout ça peut cohabiter. C'est pas parce que je vis 1 heure difficile dans ma journée que j'ai une journée de marde, on va dire comme ça. Là, mais c'est un peu ça. Fait que de nuancer, dans le fond, c'est de nuancer, de dire, OK, oui, je vis ça, mais je peux vivre ça en même temps. Et l'autre chose, ça, c'est la partie, je trouve, qui est un peu plus difficile, mais qui se pratique, là, c'est pendant que je vis des périodes plus difficiles, c'est de continuer d'être disponible à ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire, dans le livre, je parle de la poésie de la vie, là, mais autour de moi, il va se passer quand même des belles choses des fois, mais peut-être que je ne verrai pas si je suis trop, justement. Puis là, tout est une question d'équilibre. Moi, je pense que ça prend des moments dans la journée que je suis attentif à ce qui se passe, que je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je prends mon rendez-vous avec moi-même. Puis ça, je pense que c'est super important. Mais il y a d'autres moments aussi qu'il faut que, oui, je laisse ça habiter à l'intérieur de moi, mais que je suis disponible à ce qui se passe alentour de moi. Il se passe de quoi de beau dans la nature, mes enfants font quelque chose de cute, je sais pas, j'ai un collègue qui fait quelque chose qui me fait du bien. Je donne des exemples de même. Là, ça peut être Canadien gagne, avec ces exemples-là. Mais c'est ça, c'est de rester attentif à ce qui se passe autour de nous, parce que, puis pas en refoulant ce que je vis, en laissant vivre ce que je vis, mais en même temps de dire, il se passe d'autres choses aussi, puis d'être attentif à ces choses-là, puis de les laisser venir à moi, mon enfant justement, qui me demande d'aller dessiner avec, me dit, mais je vais le prendre 10 minutes, ça va me faire du bien, de passer un moment. Mais si j'ai le temps, là, des fois, on n'a pas tout le temps le temps. Là, mais, puis en même temps, c'est important de passer un petit temps significatif avec notre enfant, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais d'aller, c'est ça, de passer je vais aller prendre un petit 10 minutes avec mon enfant, puis de jaser avec lui, ça va peut-être me faire du bien, malgré le fait que j'angoisse pour ma rencontre de demain matin. Fait que, je pense que c'est de continuer à être attentif à ce qui se passe autour de nous. Oui, fait que finalement, oui, tu es attentif à ce qui se passe, mais en même temps, tu laisses l'ouverture à ce qui se passe autour de toi qui pourrait peut-être faire la différence sur ton état, puis te ramener un peu. Puis j'aime beaucoup l'image de la batterie, ce qui va te permettre de faire une petite recharge par-ci par-là, que ce soit un 10 minutes de bonheur par-ci, un 10 minutes de bonheur là. Puis de s'assurer finalement que tes attentes aussi soient ajustées à ton niveau de vie. C'est certain que si on a des attentes qui sont vraiment intenses, puis qu'on s'attend à passer, par exemple, 30 minutes d'activité privilégiée par jour avec notre enfant et quand on en a 4, peut-être que tu risques d'être déçu, mais en même temps, si tu profites de 5 minutes avec un autre 2 minutes ici, un autre 3 minutes ici, puis un 15 minutes par là, finalement, tu viens quand même de remplir un peu ta batterie, là. Tout à fait, exactement. Puis effectivement, il faut avoir des attentes réalistes parce que sinon, on finit la journée en étant déçu de nous-mêmes. Fait que des fois, ça. Puis moi, je pense que d'où l'idée
au début, là, puis j'insiste là-dessus, mais c'est tout ça, là, là, moi, je me pratique depuis un bout, là, mais puis c'est pas encore acquis, là, dans le sens que, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Mais je pense que ça prend de la pratique, il faut trouver notre façon à nous de le faire. Puis il faut commencer avec des objectifs réalistes. Ça veut dire que si je me donne un rendez-vous d'1 minute par jour avec moi, puis je me donne une autre minute pour être attentif à ce qui se passe autour de moi, c'est déjà beaucoup dans une journée. Si dans une journée qui est bien remplie, on commence par ça, pour ça, on essaie d'augmenter ces moments-là. Mais je pense que l'objectif, c'est d'être autant à l'écoute de ce qui se passe autour, parce qu'il peut se passer plein de belles choses qui vont me faire du bien, puis d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Fait qu'il faut prendre des rendez-vous avec moi-même, puis il faut que je prenne des rendez-vous avec ce qui se passe autour de moi. Puis je pense que de se donner des objectifs réalistes, c'est de dire, ben, si je fais ça 1 minute par jour, là, ça va être ça au début si je le faisais 0 minutes. Puis après ça, un jour, je passerai à 30 minutes, là, mais je vais commencer par 1 minute par jour, et ça va être, moi, je pense que ça va être parfait, ça va être parfait de vivre cette minute-là, puis ça va peut-être me faire du bien juste cette minute-là. Puis, dans le livre aussi, j'utilise une image, une métaphore de la montagne russe. C'est plus vers la fin du livre, mais je dis que ça arrive aussi des moments là, qu'on se comprend juste plus. Tu sais, que là, j'ai essayé des choses, puis que je suis juste pas bien, puis que je sais plus qu'est-ce qui se passe. Je suis plus dans un nuage gris, je suis dans un nuage noir. Puis, des fois, ben, après avoir justement fouillé à l'intérieur de moi, mais ça se peut qu'il y a des moments aussi que l'idée, ça soit juste de s'accrocher puis de laisser un peu le temps avancer. Là, puis, à un moment donné, ben, on va être ailleurs parce que le temps continue d'avancer puis il continue à se passer des trucs autour de nous puis il va se passer quelque chose. T'sais. Comme dans une montagne russe, ça se peut qu'à un moment donné, je monte puis là, ça ne me tente plus d'y aller. Mais là, je suis déjà parti, j'ai pas le choix de continuer d'y aller. Fait que faut que je m'accroche après les barreaux de la montagne russe puis je fasse le parcours au complet. Puis à la fin, même si j'ai pas aimé ça, ça ne veut pas dire que j'aurais pas eu des belles sensations en cours de route. Mais c'est un peu la même chose. Quand j'ai eu des moments difficiles, ben, ça se peut que ça soit difficile, puis que là, j'en vois plus de moyens à court terme sur qu'est-ce que je peux faire. Fait que peut-être que ce qui me reste comme moyen, c'est de m'accrocher, laisser le temps un peu avancer. Puis à un moment donné, quand le temps avance, qu'il y a des changements qui arrivent, veut pas, il va peut-être avoir une petite parcelle de bonheur, en tout cas un petit éclair de soleil là, qui va arriver. Puis à ce moment-là, ben, peut-être, je vais dire, ben, je vais avoir peut-être fait une bonne partie de mon parcours de montagne russe. J'aurais pas aimé ça, mais ça ne veut pas dire qu'en cours de route, il n'y aura pas eu des beaux moments quand même. Puis tu sais, qu'il n'y aura pas eu des belles sensations quand même. C'est une super belle image. Et n'ayons pas peur, hein? Je pense qu'il y a aussi l'aspect communication qu'il faut retenir dans ton message aussi. N'ayons pas peur, de reconnaître qu'on a des passes difficiles et d'en parler aux autres. Parce que souvent, on se rend compte que finalement, ben moi, je vis des moments difficiles. Ah, ben là, j'en ai parlé avec mon ami, et mon ami aussi vit des moments difficiles. Ah, ben là, j'en ai parlé à ma collègue de travail. Ah, ma collègue de travail aussi, on a vécu des moments difficiles. On ne va pas nécessairement l'exposer, le crier sur tous les toits, mais quand on se met à en parler avec d'autres, ben finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Tout à fait. Ben, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Que quand on en parle, ça donne le droit aux autres d'en parler. Fait que si on se donne, nous, le droit d'en parler, ben les gens vont peut-être dire, ben moi aussi, j'ai vécu ça, puis ils vont peut-être avoir le goût d'en parler avec nous, puis peut-être qu'après ça, les autres vont avoir le goût d'en parler à quelqu'un d'autre, puis là, ça va donner le droit à quelqu'un d'autre d'en parler. Fait que, tu sais, moi, je pense que, effectivement, d'en parler, ça donne le droit aux autres. Ben, probablement, ça normalise la chose, mais ça donne le droit aux autres d'en parler aussi, puis de laisser plus de place à la vulnérabilité. Puis moi, je pense que ça peut être un beau mouvement de se laissons de la place à la vulnérabilité, puis partageons nos moments difficiles, tu sais, partageons-le parce que ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Parce que dans le livre de Sonia Lupien, « Par amour du stress », il y a une statistique qui m'avait vraiment marqué, moi, quand je l'ai lu. Elle disait qu'ils ont fait des études, là, puis qu'environ 80% de la population auront un problème de santé mentale. Tu sais, ça peut être de courte durée, ça peut être de petite intensité, mais 80% de la population, c'est une très grande partie de la population. Beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont traverser ces périodes-là difficiles. D'où l'importance d'en parler puis de se donner le droit d'en parler. Puis moi, je suis convaincu que quand on se donne le droit d'en parler, ben, quand que nous, on en parle, probablement, ça nous fait du bien, mais ça donne le droit aux autres d'en parler aussi. Ah oui, c'est vraiment du positif dans les deux sens. Puis ça nous fait du bien d'en parler. On vient de vider un petit peu notre sac. Tout à fait. Voilà. Puis on s'ouvre peut-être à avoir de l'aide qui nous aiderait à améliorer notre situation rapidement. Exactement. Ah, OK, j'aime ça. J'en sais avec toi, Pierre-Luc, c'est super intéressant ce que tu me dis ce soir. Donc, par contre, on arrive à la fin. Ben oui. Toute bonne chose à une fin qu'on dit, mais toute bonne chose à une fin. Alors, Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu nous montres ton livre. Je ne l'ai pas, moi, en main, malheureusement.
il est ici, là, l'éducation, les nuages gris de la vie, qu'on trouve partout, là, je ne suis pas bon pour me plugger, là, mais c'est ça qu'on trouve partout en librairie, là, alors... je l'écris avec mon cœur, fait que c'est sûr que quand on écrit, on espère être lu, fait que j'espère, c'est ça j'ai déjà humblement, j'ai déjà des très bons retours, là, fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, je serais très heureux de savoir que vous le lisez. Oui, je peux commenter. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre de Pierre-Luc, puis qui amène vraiment des belles pistes de réflexion, des belles stratégies aussi de compréhension là, par rapport à tout ce qui est santé mentale. Et d'ailleurs, l'aspect de M. Glasser avec les 5 besoins de l'être humain, teaser, si vous voulez savoir ce qu'il veut dire par là, Pierre-Luc, allez acheter son livre parce que c'est vraiment très intéressant. Puis ça peut permettre aux parents de mieux comprendre finalement le comportement de leurs enfants et le leur aussi. Je pense que ça nous permet de nous expliquer beaucoup de choses. C'est super intéressant. Donc, l'éducation et les nuages gris de la vie, apprendre à prendre soin de sa santé mentale, c'est publié aux éditions Crescendo et disponible dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Merci, c'est gentil. Un gros merci, Pierre-Luc, d'avoir été avec moi ce soir. Merci de nous avoir partagé toutes ces belles réflexions-là. Et en conclusion, moi, j'aurais le goût d'utiliser une phrase que tu as dit qui m'a parlé beaucoup. Hein. Tu sais, mon entreprise, c'est Coaching Familial La Lanterne. Alors, moi, tout ce qui concerne la lumière, éclairer, tout ça. Il y a une phrase qui m'a parlé beaucoup et qui peut résumer un petit peu ce qui est sorti aujourd'hui. Pierre-Luc dit « Équipez vos enfants, puis entourez-vous de lumière humaine pour composer avec les moments difficiles, parce que c'est ça aussi, la vie. » Merci pour cette belle rencontre. J'ai adoré, vraiment. Ça m'a fait un grand plaisir de te recevoir, Pierre-Luc. Donc, merci à vous aussi, chers parents, d'avoir été parmi nous. Si vous nous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à nous écrire ce que vous avez aimé durant ce rendez-vous éclairant-là. Qu'est-ce qui ressort de cette situation, de notre rencontre et qu'est-ce que vous avez le goût d'appliquer chez vous? Voilà. Et pour les prochains rendez-vous éclairants, je prends une petite pause pour l'été. Vous revenir en force avec d'autres beaux intervenants qui seront avec moi pour partager différentes réflexions sur plein de sujets qui vous touchent. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour des prochains thèmes, n'hésitez pas à me les communiquer. Et je reviendrai probablement vous voir durant l'été avec des petites capsules ou des petits lives surprises. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Pierre-Luc. Bonne fin de soirée à tous. Au plaisir. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Bye bye.